Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session live hebdomadaire du Sursaut. Cette semaine n'est pas une semaine comme les autres. Nous commémorons les attaques terroristes islamistes perpétrées en 2012 à Toulouse et Montauban. Les 11, 15 et 19 mars de cette année, un terroriste islamiste commet 3 attaques consécutives et exécute à bout portant 7 citoyens français, 3 militaires, Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf, Mohamed Legouad, et 4 civils de l'école Ozar Hatorah, dont 3 enfants, Jonathan Sandler, Gabriel, 3 ans, et Arié, 5 ans, Sandler, Myriam Monsonego, 8 ans. Alors, cette interview n'est pas non plus une interview comme les autres. Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Jonathan Chétrit. Jonathan Chétrit est né en 1994. Il était interne au lycée Ozar Hatorah de Toulouse, en classe de terminale, en cette année de 2012. Il a vécu avec ses camarades cette journée. Il a vu l'attentat se dérouler. Il est aujourd'hui diplômé du barreau de Paris et il s'est chargé de récolter la parole de ses témoins, d'élèves, de professeurs, qu'il publie aujourd'hui dans un ouvrage aux éditions Albin Michel, Toulouse, 19 mars 2012, l'attentat de l'école Ozar Hatorah par ceux qui l'ont vécu. Bonjour Jonathan. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Le récit que vous publiez est dur, il est brutal, il fait renaître une douleur très vive. Alors c'est un récit chronologique, vous commencez par des témoignages des instants vécus la veille des attentats, puis le matin même, et puis l'après, la soirée, les lendemains, et enfin le procès. Alors après un tel traumatisme, celui que vous avez vécu, ce dont vous faites aujourd'hui le porte-voix, je pense à ces élèves de troisième, ces lycéens qui ont dû transporter des corps dans la synagogue et qui ont essayé en vain de les réanimer. Alors, après avoir vécu tout ça, Jonathan, comment est-ce qu'on se reconstruit? Je crois précisément que la reconstruction est un long chemin, qu'une reconstruction après un drame comme celui-ci peut durer toute une vie et dure sans aucun doute toute une vie. La reconstruction, finalement, c'est apprendre à vivre avec. On n'occulte absolument pas l'événement. Passer outre, c'est bien trop compliqué. Et 10 ans après, des séquelles sont toujours présentes. Il y a encore il y a encore des craintes, il y a encore des angoisses, des peurs, des questions, forcément. Et je crois que chaque étape de la vie participe à la reconstruction, mais implique forcément aussi de nouvelles questions. Et c'est pour ça que je crois que la reconstruction, c'est réellement un long chemin, pas toujours évident. Et c'est vraiment apprendre à vivre avec. Et j'ai cette image que j'ai déjà entendue lorsqu'on traverse une épreuve comme celle-ci, ou toute épreuve difficile dans la vie d'un homme. Finalement, c'est comme si on était amputé d'un membre et qu'il fallait apprendre à vivre sans ce membre. L'attentat, ça a réellement provoqué une cassure, une brisure. Ça a été un tournant dans la vie de chacun. Et encore aujourd'hui, 10 ans après, les séquelles sont présentes, les conséquences sont encore là, la douleur est toujours vive, et c'est pour ça que la reconstruction est un long chemin. Alors, notre deuxième question est très simple. C'est de savoir pourquoi est-ce que maintenant, 10 ans après les événements, vous avez décidé d'écrire cet ouvrage et qu'est-ce qui vous a guidé dans ce processus d'écriture? Alors cet ouvrage, il intervient 10 ans après pour plusieurs raisons. La plus évidente, c'est que il a fallu du temps aux élèves, aux enseignants, aux parents qui ont vécu ce drame de l'intérieur ou de l'extérieur, ou en tout cas qui ont été touchés de près ou de loin. Il a fallu du temps pour pouvoir en parler. Il a fallu prendre un recul aussi sur tout ce qui s'est passé, chacun à sa manière, pour encaisser aussi le choc. Et c'est le temps qui a permis de libérer la parole des élèves, des enseignants, etc. Et j'avais aussi cette légitimité en tant qu'ancien élève de l'école de les interroger et de les solliciter pour raconter. Je pense que si une personne extérieure à tout ça avait entrepris cette même démarche, elle aurait aussi essuyé beaucoup de refus. J'ai eu cette chance finalement d'avoir un accueil plus que chaleureux de la part des élèves, des enseignants et des professeurs qui ont tout de suite accepté de témoigner. Évidemment que certains ont refusé parce qu'il faut bien comprendre que 10 ans après, comme je l'expliquais, la douleur est toujours très vive et pour certains, c'est encore trop difficile d'en parler. Mais je crois quand même qu'il y avait un besoin de la part des élèves de s'exprimer à ce sujet parce que certains n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils témoignent dans ce livre.
Et je crois aussi que beaucoup ne se sentaient pas forcément légitimes au cours des 10 dernières années pour en parler. Certains ne savaient pas comment finalement en parler. Est-ce que je peux en parler avec ma famille, mes amis? De quelle manière est-ce que je dois en parler? Est-ce qu'on me donne l'occasion d'en parler aussi? Et je crois que beaucoup attendaient finalement euh, cet appel finalement qui dit raconte-moi, je t'écoute, raconte-moi, c'est ton moment finalement. C'est à toi de raconter. Et raconte-moi ça comme tu en as envie et comme tu l'as vécu, sans filtre, sans, voilà, sans règles, sans consignes. Et je pense que c'était vraiment attendu et c'était nécessaire de le faire. Merci beaucoup, Jonathan. Alors, notre dernière question, c'est une question qu'on pose à tous nos invités. Alors, j'aimerais vous la poser aussi et vous y répondez comme vous voulez. Certains récits dans votre ouvrage témoignent d'un manque, voire d'une absence réelle de prise en charge de tous ces enfants qui ont vécu ces moments. Cette attaque d'un type nouveau pour l'époque, une attaque terroriste islamiste, qu'il a d'ailleurs été particulièrement difficile à l'époque de qualifier comme telle. Alors, si vous aviez quelques minutes avec le président Macron, et vous en aurez peut-être l'occasion lors de la cérémonie prévue le 20 mars prochain à Toulouse, quel message est-ce que vous aimeriez faire passer? Si j'ai l'opportunité de m'entretenir avec le président de la République, Emmanuel Macron, je pense que j'aurai plusieurs choses à lui dire de façon très simple. La première, c'est d'abord que le devoir de mémoire incombe à toute personne en France et qu'il faut continuer parce que c'est un travail qui est un travail de longue haleine et qui est déjà en marche, mais il faut le renforcer, il faut continuer justement à œuvrer pour que la mémoire des disparus soit inscrite dans la mémoire collective de France. Il faut que les enfants, dès le plus jeune âge, les jeunes générations à venir, les collégiens aujourd'hui, les lycéens de demain, etc., puissent vraiment apprendre en cours d'histoire l'histoire de France avec un grand H, et ça implique nécessairement de connaître cette période de mars 2012 qui a marqué la France et qui a d'ailleurs été, je pense peut-être même un petit peu, qui est passée sous silence au moment où tous ces événements se sont déroulés pour plein de raisons sur lesquelles je reviendrai dans quelques secondes. Mais en tout cas, il faut vraiment que ce devoir de mémoire soit pris au sérieux par tous. Et j'aimerais donc d'abord dire ça au président de la République. Et ensuite, en mars 2012, quand ça s'est passé, je pense que la brutalité de l'événement a empêché les Français de réellement prendre conscience de la gravité de ces attentats. Je pense qu'il y a une distance qui a été mise, peut-être involontairement, sûrement d'ailleurs, mais une distance entre les Français, entre le Français lambda et les victimes, parce qu'on a qualifié les victimes de militaires avant de les qualifier de Français. On a qualifié les enfants de juifs avant de les qualifier d'écoliers français. On a qualifié l'école Ozaratora d'école juive, alors qu'elle est une école de la République française sous contrat confessionnal. Et je pense que tous ces termes qui ont été mal utilisés, mal employés, ont conduit les Français à quelque part se désolidariser ou en tout cas mettre une distance et à considérer qu'ils n'étaient pas touchés comme ils ont été touchés ensuite par Charlie Hebdo, par le Bataclan, etc. Et ce même mouvement a entraîné finalement, et je pense que la France n'était absolument pas préparée à tout ça, ça a conduit finalement peut-être les autorités françaises à ne pas réagir en temps et en heure comme il aurait fallu. En tant que victime d'attentats, on avait le droit à beaucoup d'aide, à beaucoup de, 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 soutien de la part de la France, notamment par des reconnaissances, par des titres. Je pense à celui de pupille de la nation. Et les autorités n'ont pas agi en temps et en heure pour nous octroyer tous ces droits. Et j'aimerais demander au président de la République qu'il puisse aujourd'hui agir, parce qu'il est le seul finalement à pouvoir agir de manière rétroactive pour que ces titres soient reconnus, pour que ces titres soient octroyés, que ces aides soient octroyées aux victimes du 19 mars 2012 et du 11 mars et du 15 mars aussi 2012, mais de manière rétroactive. Et je ne parle absolument pas de compensation financière, parce que là n'est pas la question, mais je parle réellement d'une reconnaissance, qu'on puisse se sentir enfin compris, soutenu par l'État français, là où ça a pu manquer en 2012.
Merci beaucoup, Jonathan, pour ce message très important. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ce récit qui est très précieux et bon courage pour la semaine qui vous attend et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.